d'accueillir ce soir Julien Achin. Bonsoir. Que vous ne connaissez peut-être pas parce qu'il fait partie des hommes de l'ombre dans cette maison, sans lesquels on ne pourrait rien faire. Une très bonne idée. On n'a encore pas présenté ce métier, donc directeur technique d'un opéra. Je trouvais que c'était une très bonne idée d'inviter Julien, qui a tout de suite répondu positivement. Merci Julien d'être avec nous ce soir. Et donc, on va essayer de dialoguer sympathiquement. Vous pouvez poser des questions quand je vais vous poser les miennes. Non, je plaisante. C'est à cause du micro. Donc, si vous voulez poser des questions, je vais ça, je vous donne le micro. Donc, Julien. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de comment on devient finalement directeur technique et une formation spécifique? Alors le métier de directeur technique est en permanente évolution et avance beaucoup ces dernières années. En France, il n'y avait pas de formation jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Il existe aujourd'hui 3 centres de formation, dont l'ISTS à Avignon ou la filière à Bagnolet ou l'ENSAT à Lyon, qui sont des écoles ou des centres de formation qui forment à la régie générale et à la direction technique. Alors il y a différents types de parcours. C'est souvent des gens qui ont déjà un métier, qui ont déjà suivi des formations techniques et qui viennent pour se professionnaliser dans cette profession qui est assez unique, assez complète et qui nécessite une certaine expérience, un certain bagage pour y accéder. Il y a peu de directeurs techniques aujourd'hui qui ont suivi un parcours classique. On a tous des profils un peu différents. J'ai certains de collègues, et notamment pour les plus anciens, qui ont suivi un parcours qui est plus une validation de l'expérience, qui ont commencé, qui sont rentrés sur un plateau, sur une scène en tant que machiniste ou électricien, et puis qui ensuite sont devenus sous-chefs et puis après chefs d'un département technique et qui ensuite, à force d'expérience, ont été reconnus comme directeurs techniques et sont arrivés à ces fonctions. Pour ma part, c'est un peu différent. J'ai 36 ans, je suis relativement jeune pour un directeur technique. Il n'y en a pas beaucoup de mon âge encore aujourd'hui en France. J'ai un parcours très universitaire. J'ai un diplôme d'ingénieur en mécanique et conception. Donc j'ai fait mes classes et j'ai eu mon diplôme en 5 ans. Et je me destinais à l'industrie, notamment l'industrie automobile ou aéronautique, dans des filières qui étaient assez mathématiques de modélisation pour ma part. J'ai fait des stages qui ne m'ont pas donné envie de continuer dans l'industrie. Et quand j'ai eu mon diplôme en poche, je me suis demandé qu'est-ce que je pourrais faire avec mon diplôme d'ingénieur qui ne serait pas lié directement à l'industrie, à des procédés, à des développements de machines, d'amélioration de produits, de consommation de produits industriels. Et du coup, j'ai cherché différentes applications avec un diplôme d'ingénieur. Qu'est-ce qu'on pouvait en faire? Ce qui m'intéressait à l'époque, c'était l'intelligence économique. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est tout ce qui était lié à la stratégie des savoirs et des connaissances de nos entreprises, notamment tout ce qui était lié au brevet. Et puis, je suis tombé sur une annonce de l'Opéra de Strasbourg qui cherchait un ingénieur pour son bureau d'études. Et je me suis dit, pourquoi pas moi? J'ai postulé sans intérêt particulier pour le monde lyrique, ni pour la danse. J'avais pas d'affinité particulière avec le spectacle vivant. Et puis j'ai rencontré un directeur d'atelier de décor qui m'a fait confiance et qui m'a fait rentrer dans son bureau d'études. Donc j'ai commencé à Strasbourg il y a 13 années de ça, en tant que responsable du bureau d'études. Donc c'est
tout ce qui est lié à la réalisation des plans de construction pour la fabrication des décors. Sébastien. Alors ils font un duo avec Lucie, qui est arrivée il y a 3 ans au bureau d'études, qui a une formation d'architecte. Lucie, ouais. Sébastien est déjà pas mal d'années dans la maison, puisqu'il a commencé en tant que machiniste, et puis après il rentre au bureau d'études. Et donc j'ai passé plusieurs années au sein du bureau d'études, et puis un jour j'ai eu la possibilité de prendre la responsabilité de l'atelier de décor à Strasbourg, donc avec le bureau d'études, et puis tous les corps de métier de fabrication des décors. La menuiserie, la métallerie, les peintres, les sculpteurs, tapissiers. Aujourd'hui on développe des métiers moi j'appelle ça effets spéciaux et effets lumière, parce qu'aujourd'hui avec l'apparition de la LED, on intègre de plus en plus de lumière dans les décors. Aujourd'hui, il y en a dans tous les décors qu'on fabrique, on intègre de la lumière, parce que c'est pratique, c'est pas très cher et ça a des effets assez intéressants pour un scénographe. Donc j'ai été pendant 4-5 ans responsable des ateliers de décor. Et puis il y a un an de ça, un peu plus d'1 an de ça, Mathieu Dussouillet, notre directeur général, est venu me rencontrer à Strasbourg, et puis on a échangé, et puis il m'a parlé du poste de directeur technique à l'Opéra de Lorraine, parce que Hervé Vincent, mon prédécesseur, quittait ses fonctions pour rejoindre Zingaro. Et donc j'ai réfléchi au poste, à qu'est-ce que ça voulait dire directeur technique, d'un point de vue de ma carrière, de ce que je pouvais apporter au spectacle vivant, et ce que je pouvais apporter à une maison comme l'Opéra de Lorraine. Et donc je suis passé par le processus de recrutement et j'ai commencé il y a un peu moins d'1 an. Ça fait maintenant 11 mois que je suis dans mes fonctions. Non, c'était pas le cas. Alors Mathieu cherchait un profil un peu différent de parcours classique de direction technique. Ce qui l'intéressait, c'était de trouver la personne qui fait la bonne passerelle entre l'artistique et la technique. Le gros enjeu d'un poste comme le mien, c'est de réussir à relever les défis que les artistes nous soumettent. L'enjeu de ma fonction, c'est de réussir à rendre possible les rêves des metteurs en scène, des scénographes, des costumiers pour la réalisation de nos spectacles. Et donc l'affinité qui se faisait entre Mathieu et moi est sur cet accompagnement, sur cette compréhension, sur cette lecture, cette sensibilité que je peux avoir face à un metteur en scène, face à un scénographe. La technique dans une maison de spectacle et de création comme ici, c'est bien de se soumettre, de se mettre au service d'artistes pour créer les spectacles. Et donc ça nécessite d'avoir un bagage technique pour réussir à répondre à tous ces challenges. Et donc on s'est retrouvé sur cette question de dire dans un projet d'une maison d'opéra où la création est la principale activité, c'est de se retrouver autour de ce consensus, de dire que la technique se met au service et devient le moteur, en tout cas le support de la création. Alors ça facilite parce que le décor c'est un élément très important pour la technique à l'opéra, parce que c'est ce qu'il y a de plus complexe, c'est ce qu'il y a de plus coûteux,
et c'est ce qui engendre le plus de contraintes et ça englobe le plus de problématiques qu'on pourrait trouver. Parce que il faut que ce soit forcément facilement démontable, facilement transportable, qu'on reste dans des temps de montage qui sont imposés par le planning artistique. Et puis derrière, il y a tous les techniciens de plateau qui vont travailler sur ces décors pour les monter, pour les bouger en représentation, pour faire des changements rapides, avec tous les enjeux de silence, de poids, d'adaptabilité aux plateaux sur lesquels on se produit. Oui, ce qui est le cas pour tous les décors. Alors, Butterfly a un décor fixe, alors c'est un peu plus facile pour nous. Il n'y a pas de gros changements de décor, mais par exemple, cette saison, on va avoir Cendrillon avec des enjeux un peu plus importants. Il y avait les panneaux qui coulissaient. Ouais, puis il y avait toute l'intégration lumière dans le décor. Pour ceux qui ont vu la production, qui était un challenge pas négligeable pour nous. Alors après, par rapport à mon profil, venant des décors, j'ai une expérience un peu plus faible dans le plateau, parce que, alors je ne l'ai pas dit, hein, mais on va en parler tout de suite, sur tous les métiers de la direction technique. Je ne sais pas si certains d'entre vous imaginent tous les domaines qui sont touchés par la technique, mais à l'opéra, la technique, c'est les costumes, c'est les perruques, le maquillage, les coiffures, c'est le décor, c'est la lumière, c'est l'audiovisuel, donc le son, la vidéo, c'est... qu'est-ce que j'oublie encore ? Évidemment, oui, la machinerie. Donc c'est tous ces métiers qui s'occupent de la création du spectacle. Et puis aussi, petite spécificité ici, qui n'est pas le cas dans toutes les maisons d'opéra en France et en Europe, c'est aussi le bâtiment, la maintenance, la sécurité, tout le service intérieur qui permettent de faire vivre ce bâtiment et cette maison. Donc c'est un métier ici un peu à deux casquettes, la casquette création spectacle lyrique et puis accueil du ballet notamment ou d'autres formes de spectacle, et puis la casquette bâtiment, accueil du public et puis tout ce qui est l'aspect réglementaire et sécurité. Donc voilà, c'est très complet. Je connais d'autres maisons, et notamment à Strasbourg, où c'est pas le cas, où c'est un peu plus divisé. La partie bâtiment est plus liée à un aspect administratif, et puis la partie spectacle est liée à la direction technique. Donc voilà, c'est... Mhm. 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 Ouais, il y a cette dimension de... Mon rôle est de faire en sorte que tout le monde aille dans le même sens pour la création des spectacles. Donc de faire en sorte que tous ces services qui dépendent de la direction technique se coordonnent et qu'il n'y ait rien qui soit oublié sur le chemin de la création, et de faire en sorte que tout puisse se dérouler par rapport au planning. Je vous ai pas amené le document le plus important, ma petite Bible qui est toujours sur mon bureau, mais qui est le planning de la saison.
qui est construit par le directeur général avec l'administration artistique ou le directeur de production et le régisseur général qui est Clovis Bonneau pour ceux qui le connaissent. Et donc ce planning-là est vraiment le fil conducteur de la saison et c'est ce qui donne le rythme. Et ce rythme-là, il faut après ensuite faire des rétro-plannings pour faire en sorte qu'on arrive à lever le rideau le jour de la première et que tout soit en place et qu'on puisse arriver à un maximum de qualité, de sécurité, de réussir à rentrer dans nos budgets. Pour réussir à créer ces spectacles. Donc c'est vraiment pouvoir dérouler toute l'activité de production de spectacles qu'on fait ici. Oui, donc par rapport à la création d'un spectacle, donc toute la partie programmation est dans les mains du directeur général qui va choisir quelle œuvre monter, avec quelle équipe travailler, quel spectacle accueillir d'une autre maison d'opéra. Alors, c'est des discussions que je peux avoir avec le directeur général sur un spectacle qui viendrait d'une autre maison d'opéra. Comment on peut l'adapter chez nous? Est-ce que ça rentre sur notre plateau? Est-ce que c'est pas trop lourd financièrement? Est-ce que ça demande pas un personnel technique pour l'exploitation des décors qui serait au-delà de nos contraintes ici? Donc il y a déjà cet aller-retour avec le programmateur, avec le directeur général sur ces spectacles. Ensuite, je rentre en scène, si je peux dire comme ça, au moment de la pré-maquette. La pré-maquette, c'est un moment un peu privilégié qu'on a avec le directeur général et l'équipe de production, donc metteur en scène, scénographe, costumier, créateur lumière, créateur vidéo s'il y en a un. Où on va découvrir en avant-première un peu le projet qu'ils ont rêvé pour la mise en scène d'un spectacle. Donc on va découvrir une maquette, souvent physique, mais pas achevée. C'est souvent tout blanc ou déjà avec des éléments de décoration, mais déjà une mise en volume pour qu'on puisse comprendre quelles sont les intentions. De même des fois pour les costumes, des références de films, des références de mode, des références d'images, de création artistique. Et donc il y a ce moment de l'après-maquette où on va essayer de travailler sur deux axes qui va être la faisabilité technique et la faisabilité financière. Parce que c'est les deux enjeux. C'est est-ce que techniquement ça marche, donc est-ce que ça rentre sur scène, est-ce que j'arrive à avoir assez d'équipe pour faire cet opéra, pour répondre à cette scénographie. Et puis l'aspect financier, bien sûr, puisque les enveloppes de création sont définies et le budget est évidemment, le sérieux budgétaire est notre principal, un de nos principaux préoccupations, en tout cas pour ma dimension. Et donc on est d'abord sur cette phase de faisabilité. On est à peu près à 14 mois avant la première, 12 mois avant la première, ça dépend un peu des plannings et des disponibilités de chacun. Et donc après cette pré-maquette, on se donne 1 mois, 2 mois, et puis on se retrouve pour la maquette. La présentation d'une maquette se fait d'ailleurs souvent ici. On a le metteur en scène qui va présenter son projet dans sa globalité. Quelle est sa dramaturgie, quelle est sa lecture de l'œuvre, quel sens il veut donner à cet opéra. Est-ce que c'est aujourd'hui, est-ce que c'est hier, est-ce que c'est avant-hier, est-ce qu'on fait quelque chose de plus historique, est-ce qu'on fait quelque chose de contemporain, est-ce qu'on fait quelque chose de plus politique, plus esthétique. Voilà, donc il y a cette dramaturgie qui est déroulée devant les directeurs de la maison et puis les chefs de service et les équipes qui vont prendre part à cette création.
Et donc après de cette maquette, on va rentrer dans le détail, on va détailler chaque élément de scénographie, chaque élément de lumière, chaque effet. On va réfléchir à comment on fait les changements de costume, on va réfléchir à comment on peut changer une perruque, voilà, on va essayer de décortiquer tout ça pour essayer d'en sortir ce qui pourrait nous poser problème pour monter le spectacle. Alors, on fait souvent une réunion après la présentation de maquettes, une réunion technique autour des maquettes qui nous sont proposées. L'après-maquette sert justement à dire que, ok, c'est faisable, on va réussir. Mais ça n'empêche pas qu'après, il y a des choses on se rend compte qui ne fonctionnent pas ou qui nous emmènent trop loin. Donc on change, il y a une discussion qui se fait avec le metteur en scène. Oui, oui. Pas le choix. Et oui, non, la collaboration et la confiance, c'est le maître mot entre des équipes de production et nous. On invite des artistes à nous rejoindre pour la création d'un spectacle. Et donc, on travaille ensemble en bonne intelligence pour trouver le meilleur compromis pour le spectacle. Et donc on va décortiquer tout ça, chaque chef de service dans son département va travailler financièrement, va travailler sur des solutions techniques, on va regarder ce qui existe sur le marché, on va regarder ce qu'on peut louer, on va regarder comment on va construire. C'est le moment où le bureau d'études rentre vraiment dans le vif du sujet. Et puis après, il va y avoir plusieurs rendez-vous qui vont se faire avec les équipes pour avancer. Plus on va avancer dans le temps, plus on va détailler ce qu'on va faire. Donc avec le costumier, avec le scénographe, avec le créateur lumière, on va travailler tous ces aspects-là. Et puis ensuite, une fois qu'on est là-dedans, il faut fabriquer. Donc les ateliers de costumes vont fabriquer les costumes, les ateliers de décors vont fabriquer les décors, et puis on va arriver comme ça jusqu'au moment où on va rentrer dans les répétitions. Les répétitions, c'est 6 semaines à peu près avant la première. Toute l'équipe arrive à Nancy, les artistes, l'équipe de production, et puis on va répéter. D'abord en studio, après sur scène, et puis petit à petit on va mettre les éléments. D'abord on va avoir le décor, et puis petit à petit on va la lumière qui va se créer, et on va commencer à apparaître des choses, les accessoires qui vont aussi arriver à ce moment-là. Et puis il va y avoir ce qu'on appelle la Générale Piano, qui est un grand rendez-vous où pour la première fois on va voir les costumes sur scène. On va essayer les changements, on va voir ce qui pourrait bloquer, pas bloquer, voir si pour la robe il faut changer des boutons et mettre une fermeture éclair parce qu'on n'a pas le temps, ou d'autres soucis comme ça, et qui sont des vrais soucis, qui sont une vraie source de stress pour les artistes et pour les habilleurs, les habilleuses qui sont sur scène. Et puis après, les grands rendez-vous de scène orchestre, de pré-général, général et de première. Donc voilà, on suit tout ça, et puis après toutes les représentations et le démontage. Le projet, ça s'arrête souvent au moment du démontage et du rangement des décors et des costumes dans nos halls de stockage. Souvent. Très souvent. Oui, j'ai un rôle de conseil et d'arbitre quand il y a des situations où on peut mettre en insécurité un artiste ou un technicien. Quand on est dans la création, un metteur en scène n'est pas forcément n'a pas cette préoccupation-là toujours. Voilà, de plus en plus, hein. Les metteurs en scène sont de plus en plus précis, de plus en plus investis de la question technique. Ça fait partie vraiment des évolutions du métier et des nouvelles générations qui arrivent. Mais effectivement, il y a ce rôle-là
d'apaiser, de faire en sorte que on arrive à retrouver du dialogue parfois quand il y a des choses qui peuvent bloquer. Il y a beaucoup d'émotions à la création d'un spectacle. Ça parle aux tripes un peu de tout le monde et des artistes et de l'équipe de mise en scène et des techniciens. Et donc toute cette émotion, tout ce stress pour arriver au lever de rideau et d'être le plus, j'ai envie de dire, le plus parfait possible pour le lever de rideau et l'accueil du public pour la première, fait que les émotions et le stress envahissent toujours un peu le plateau sur les derniers jours. Donc oui, il y a ce rôle de conciliation et d'arbitrage. Ouais. Ouais, oui, il y a toujours des petites demandes de dernière minute, il y a toujours des petites choses qu'on laisse de côté, mais on fonctionne tous pareil. On s'attaque aux choses qui nous tiennent à cœur, les choses les plus importantes. Et puis, à la fin, quand on a réussi à régler tout ce qu'on avait besoin de régler, parce qu'on a réussi à faire ce travail-là, oui, à la fin, on s'occupe du détail. Donc, c'est sûr que les derniers jours, peut y arriver qu'on rajoute un accessoire, on rajoute des éléments de coiffure, on rajoute de la lumière, on rajoute des effets vidéo, on rajoute une bougie, un coup de feu, du sang. Voilà. Alors effectivement, voilà, il y a une demande et est-ce qu'on peut le faire, est-ce qu'on peut pas le faire, est-ce que ça sert le propos dramaturgique du metteur en scène? Dans ce cas-là, c'est vrai que c'est un exercice qui est pas facile de se dire, c'est vrai que si je rajoute ça dans le spectacle, tout de suite quelque chose s'éclaire, les choses deviennent plus compréhensibles, ou ça apporte quelque chose au sens qui est donné sur scène. Et dans ce cas-là, il faut aller voir, faut que j'aille voir mes équipes, que je prenne mon bâton de pèlerin et que je dise, voilà, ça va dans le sens du spectacle, donc on va essayer de le faire. Mais c'est sûr que c'est du travail en plus que je rajoute sur mes équipes. Donc voilà, mais c'est ce qui est intéressant, c'est ce qui rajoute, en tout cas pour ma part, et je pense, je peux parler pour l'ensemble de mon équipe, c'est ce qui rajoute de l'intérêt. C'est pour ça qu'on fait ce métier. C'est parce qu'on a envie d'aller au plus loin possible dans l'émotion et dans ce qu'on peut vous offrir. Voilà. Oui, non. Ouais, beaucoup, beaucoup. Après, je partage beaucoup avec mon directeur général ses préoccupations parce que le metteur en scène a toujours une relation de confiance par rapport au directeur général et donc il y a toujours cette mesure qu'on doit prendre dans ses décisions. Après, je te rassure, avec Mathieu, on partage toutes ces informations et on arrive à arbitrer les choses ensemble. Mmh. Mmh. Alors le monument, il se porte pas toujours très bien. Il y a des endroits qui ont déjà eu des restaurations qui sont plutôt en bon état, puis des endroits qui sont moins en bon état. Nous, en tant qu'entité Opéra National de Lorraine, on est locataire de ce bâtiment. On n'est pas les propriétaires. La ville est propriétaire de ce bâtiment. Il est géré par le patrimoine. Et donc on travaille en collaboration avec le patrimoine sur l'entretien et l'amélioration du bâtiment.
Donc ça, c'est une part aussi importante de mon activité. C'est d'essayer de trouver les bonnes solutions, les bons compromis, et puis de venir porter nos envies, nos solutions pour améliorer nos conditions de travail, pour améliorer la sécurité et du public et des techniciens et de tous les salariés de cette maison, pour faire en sorte qu'on avance et que les choses ne se dégradent pas. Mais c'est sûr que les budgets sont faibles. Je dois le dire, on n'est pas très à l'aise pour entreprendre des travaux et des réflexions. On avance. Je me réjouis parce que on a vraiment un dialogue intéressant avec la ville. On y travaille. Je sais que Mathieu prend ça très à cœur aussi. On a une équipe de techniciens que je peux qualifier de vieillissante, avec des problématiques forcément de santé qui apparaissent. On a une vétusté de la cage de scène, notamment ce qui est accès des décors, qui est assez compliqué. Je ne sais pas si vous avez visité cette partie-là du bâtiment une fois. Bon, c'est vrai que c'est un espace qui est difficile, qui nécessiterait des travaux, mais qui engage beaucoup d'argent. Ce serait idéal. Ce serait idéal. C'est un sujet important qui me prend beaucoup de temps aujourd'hui. C'est essayer de faire avancer les conditions de travail. C'est dans l'air du temps. C'est comme ça dans toutes les entreprises. Et on n'y échappe pas. La réglementation évolue. On est de plus en plus encadré par les lois, les directives européennes et la réglementation française. Et donc à moi, à nous, de mettre tout ça en application et de faire en sorte que nos salariés arrivent à travailler dans les meilleures conditions. Et il y a à faire. Les espaces sont pas très grands. On fait face à beaucoup de problèmes, mais voilà, qui ne nous empêchent pas de créer des jolis spectacles. Mmh. Et la contrainte fait partie du métier pleine et entière. Sans contrainte, je pense que peu d'artistes arriveraient à travailler. La contrainte est essentielle. Après, c'est toujours une histoire de dosage. C'est jusqu'à quel point on met la contrainte. C'est toujours comment on en fait. Est-ce que ça devient quelque chose qui empêche la création parce que ça devient trop difficile, ça devient une obsession qui ne permet plus de créer, ou est-ce que c'est un outil qu'on met à son service pour faire des choix, pour prendre des décisions, pour aller à l'essentiel. Voilà. Oui, alors quand je dis bâtiment, la sécurité en fait partie. Un de mes collègues là-bas au fond. Oui, il y a la sécurité. Un bâtiment comme celui-ci, avec un accueil, avec une salle d'un peu plus de 1000 places, avec parfois 200 personnes qui s'activent derrière le rideau. C'est vrai qu'il y a énormément de contraintes de sécurité. Donc oui, c'est un aspect important. Et effectivement, le bâtiment qui a 100 ans aujourd'hui, sur certains aspects, n'est plus tout à fait dans les règles de sécurité. Et donc voilà, c'est une préoccupation aussi quotidienne. Non. C'est un peu tôt. C'est un peu tôt.
je me suis posé la question, donc j'ai passé 12 ans à Strasbourg, à l'Opéra Strasbourg, et c'est vrai qu'on se pose la question, comme tout un chacun, sur sa carrière, qu'est-ce que je veux faire, de quoi j'ai envie. Et je connaissais rien au monde lyrique il y a 13 ans. J'ai découvert un univers qui me passionne. J'ai un respect énorme pour les chanteurs, pour les musiciens. Je trouve que c'est un art total dans lequel la technique, en tout cas au service du spectacle, ne peut pas être plus, il y a pas plus gratifiant et pas plus épanouissant pour nous techniciens que de travailler dans ce domaine-là. C'est un art total parce qu'il y a tous les corps de métier, parce que c'est musique, théâtre, danse, art visuel. On embrasse beaucoup d'art. Et c'est vrai que c'est passionnant. Et cette question-là, aujourd'hui, moi, j'y réponds très rapidement. C'est non, je veux faire de l'opéra et que de l'opéra. Je n'ai pas envie de faire autre chose. Je trouve que c'est tellement passionnant, c'est tellement riche, c'est tellement nourrissant que non, j'ai envie de continuer de faire ça encore longtemps. Merci. Merci.